Bonsoir et bon après-midi à tous, chers internautes, chers frères, chers amis, chers compatriotes. C'est avec un immense plaisir que je suis encore aujourd'hui face à vous pour partager des très bons moments et aussi les moments très difficiles que traverse notre beau et cher pays. C'est-à-dire que cette mamelle nourricière que nos illustres dévanciers nous ont léguée, qui est le Cameroun. Donc, je suis très honoré et que nous remercions le Seigneur Tout-Puissant de nous avoir d'abord permis de pouvoir voir la lumière du jour aujourd'hui, de vaquer à nos différentes occupations. Enfin, que chacun de nous contribue à sa manière. Comment faire pour construire le Cameroun. Donc, je vous dis bonsoir et je vous embrasse et je vous aime tous. Donc, bienvenue à ces grands directs sur l'assassinat de son excellence, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. 2 ans après, c'est vrai que l'anniversaire de son décès est passé depuis le mois de mai dernier, le 31 mai dernier. Mais j'ai décidé parce que cette nouvelle plateforme est une nouvelle plateforme qui pourra vous permettre, vous qui êtes hors du Cameroun et ceux qui sont dans des coins reculés, qui sont connectés à Internet, qui ont au moins, ne serait-ce que quelques gouttes d'énergie qui vous parviennent de ces côtés, de connaître un certain nombre de choses. Parce que vous savez, notre existence aussi sur Terre, c'est que chacun de nous ne doit jamais se poser la question qu'est-ce que le pays a fait pour lui. C'est ce que vous aussi vous avez fait pour le pays. Et notre existence sur Terre, c'est que chacun de nous doit combattre pour son temps et pour son existence, afin de marquer son existence. C'est-à-dire que sur cette terre, positivement comme négativement, bon, le reste, c'est Dieu qui se chargera de juger les uns et les autres. Donc, j'ai choisi ce jour pour vous parler des grands axes. C'est-à-dire que chaque fois que j'aurai l'opportunité et un peu de temps, je choisirai une thématique ensemble avec les frères qui m'accompagnent, afin de revenir sur un certain nombre de choses et l'actualité ambiante. Donc, vous savez, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était tout pour nous. Il était une vertu, il était un don de Dieu. Donc, avant de planter le décor, je voudrais d'abord un peu, chers internautes, je pense que hier, vous avez vu vous-même la foubérie, l'imposture, la forfaiture que mon co-détenu, ce qu'il est venu faire, on ne sait pas, peut-être il avait un autre agenda caché. Vous savez que depuis que cette plateforme est effective, bon, de temps à autre, ce qui est sûr, on cherchera à nous infiltrer. C'est à nous d'être vigilants, d'être intelligents. Peut-être l'agenda de ces co-détenus, c'était peut-être de venir voir où nous réalisons nos directs. Et parce que ces fameux soi-disant droits de réponse n'avaient pas lieu d'être. Parce que je vais vous renvoyer, chers internautes, pour certains d'entre vous qui êtes très habiles sur la toile, d'aller regarder mes différentes interviews, des directs que je faisais avec M. Paul Chouta, vous verrez que je suis revenu sur les mêmes choses, c'est-à-dire les fameuses montres mystiques que le sorcier lui avait remis lorsque nous allions chez le juge le 27 décembre, quand il s'était approché de moi, mais proposant que voilà ce que le sorcier a demandé que nous abhorrons pour que nous soyons présentables devant le juge. Je lui avais opposé une fin de non-recevoir. Donc, mardi dernier, quand j'étais en direct ici, le sorcier l'a appelé. Donc, il fallait venir jouer la mascarade qu'il a voulu faire là. Bon, entre autres, il appelle, il dit qu'il va faire un droit de réponse. Au départ, ces droits de réponse avec les frères avec lesquels nous nous battons pour la construction de notre pays. De notre manière, j'ai opposé une fin de non-recevoir. Mais vous savez aussi que c'est aussi ça le devoir journalistique. Quand quelqu'un demande le droit de réponse, vous lui accordez cela. Et je pense que chacun de vous, en tant qu'internaute camerounais intelligent que vous êtes, je ne doute pas de votre intelligence. Vous avez vu en lui, d'abord, vous avez vu l'homme, son physique. Vous avez vu que c'est un homme complètement qui est dépourvu, psychologiquement, qui a abattu parce qu'il n'ayant pas reçu les promesses que lui avait faites. Le sorcier, il est aujourd'hui dans l'indigence absolue, plus ou moins, travaillant dans cette chaîne de radio où il n'est même pas considéré, où le soi-disant patron PDG se moque régulièrement de lui. Vous voyez, quelqu'un prépare une émission, quand il arrive le matin, s'il parle en mal de Seydou Momondo, parce qu'il faut rappeler que son PDG
un membre du conseil de la Ligue régionale de football du Centre, donc membre de la Fédération Cameroun de football parmi les délégués. Donc, il lui est interdit formellement de parler en mal de Seydou Momondia parce que vous savez que c'est le sorcier qui l'a installé à la FECAFOOT. Donc, parfois en pleine émission, on vient, on coupe. Donc, un homme pareil ne peut pas être crédible auprès de vous. Bon, c'est pour vous dire tout simplement que nous, ça ne nous ébranle pas. Nous restons grands, nous restons hauts parce que tout ce que je vous ai dit, ce sont les faits. Nous étions ensemble co-détenus et je lui ai signifié un certain nombre d'avertissements que je monterai d'un cran. Mais je ne voudrais pas lui faire trop de publicité. Je vais être bref en vous disant que chacun de vous a pu voir comment il est venu lui-même, comme on dit au quartier, s'est cassé le nez. Parce que peut-être vous savez que les conditions de vie dans notre pays, c'est très difficile, chers internautes. Vous, Camerounais de la diaspora, les gens misèrent énormément. Donc, peut-être vous savez que de temps à autre, comme le sorcier n'a plus rien, les impôts et tout ça, peut-être il a eu quelques dividendes du côté du Qatar où il vit. Maintenant, vous savez que de temps en temps, j'attire l'attention des services de renseignement d'être très clairvoyant parce que lorsque ce monsieur est domicilié maintenant au Qatar, vous savez que le Qatar finance le terrorisme international. Donc, il faudrait que nos services de renseignement redoublent beaucoup plus de vigilance. Parce qu'à travers lui, le Qatar peut entrer ici, là, et l'Afrique centrale devient un mammouth du terrorisme. Donc, je dirais tout simplement que, bon, peut-être on va lui donner un peu d'argent. Ça lui permettra de faire bouillir la mamine. Mais je vous dirais tout simplement que c'est un homme qui est comme ça, il est inconsistant. Vous allez donc comprendre pourquoi il me mettait la pression d'écrire la lettre d'engagement pour demander les soi-disant excuses aux sorciers. Et moi, j'ai refusé. Aujourd'hui, constatant véritablement qu'il n'a plus de dignité, il n'a plus d'honneur en lui parce qu'il n'est même plus crédible. Si ça avait été moi, à sa place, fier de moi, une tête bien faite, jaloux de ce que je suis, je ne serais même pas venu là. Parce que ce qu'il est venu galéger hier là, vraiment, ça laisse à désirer. Donc, je voulais vous dire tout simplement que restez serein. Je suis inébranlable. Personne ne peut me bousculer, chers internautes. Ce que je vous ai dit, ce sont les faits. Les montres avaient été envoyées, j'ai refusé. Chers internautes, j'ai refusé. Je n'ai pas écrit la lettre d'engagement. Plus grave même, lorsque le 28 décembre, avant ma libération, l'avocat du sorcier est venu à la prison centrale de Kondengui. Il a rencontré cet indigent, Ndunguru, lui faisant comprendre que comme le juge m'a mis sous surveillance judiciaire, que j'écrive une lettre d'engagement, lui, l'avocat, ira voir le juge afin qu'on assouplisse. C'est-à-dire que les mesures qui avaient été prises contre moi. Quand il est venu, vous savez que j'étais au quartier 3. C'est Issa Ahmed, l'ancien maire de Bafia, qui était venu me chercher, qui est très content de ce que nous faisons, qui est aussi en prison là-bas injustement, parce qu'il m'avait dit que c'est Kounabi Seke qui l'avait envoyé là-bas, bon, pour les combats là-bas dans l'Omba Minougou. Et alors quand le Ndunguru est venu me dire ça, je suis monté dans une colère noire. Et après qu'il soit parti, c'est comme ça que M. le maire m'a posé la question, qui dit, mais pourquoi ton frère l'avait fait ça? Il ne sait pas qu'on veut vous diviser. J'ai opposé une fin de non-recevoir. C'est pour ça que je suis resté sous surveillance judiciaire pendant 6 mois. Donc c'est un homme qui est comme ça, il n'a pas de personnalité. En plus de cela, la fameuse conférence de presse que le sorcier avait demandé qu'on fasse pour le gratifier d'honneur. Vous savez qu'il aime beaucoup les honneurs. J'avais refusé. Il est allé faire une autre conférence de presse à mon insu avec Nyassa Soleil, dans la radio de Nyassa Soleil, où d'abord à Mondo Vision, il a menti qu'il n'a jamais écrit la lettre d'engagement. Les gens ont fait des captures d'écran, ils ont envoyé ça à coups et pieds au sorcier au Qatar et le sorcier a renvoyé ça à M. Akou et Pied Domingo. Parce que je vous rappelle que M. Akou, qui est un parent à moi, ça avait été lui qui était le médiateur, donc qui était, c'est-à-dire que l'intermédiaire entre le sorcier et nous pour les différentes lettres d'engagement. Et le sorcier avait envoyé la lettre, cette capture d'écran, en écrivant là-dessus qu'est-ce que ton gars là est sorcier, il nie qu'il n'a jamais écrit la lettre d'engagement. Donc c'est un homme qui est comme ça, il est ondoyant et divers, parce que vous comprenez décidément que derrière ça, il y avait un agenda, c'était des intérêts occultes. Mais moi, je suis, comme vous me voyez là, je suis entier. Ça, je vous dis ça, je suis comme mon défunt papa, que ça plaise aux gens ou pas. Je suis comme ça, c'est ma nature. Je ne me compromets pas. J'assume mes convictions. Même si ça va me valoir ce que ça va me valoir, je suis responsable. Donc, ce que je vous ai dit, ce sont les faits. Donc, tout ce qu'il est venu jacasser, quitté là hier, ce n'était que du plaventrisme, c'est que le professeur Monondiana appelait l'œsophage, c'est-à-dire que les problèmes intestinaux. Quand vous avez les problèmes d'estomac, ça dit que il faut vivre, c'est les problèmes de subsistance. Et moi, je n'ai pas ces problèmes. J'ai d'autres problèmes, mais pas les problèmes basiques là. Donc, chers internautes, c'est un homme qui est comme ça. Le but, c'était de venir voir là où nous faisons des directs, d'exister aussi sur notre page. Bon, entre autres, vous-même, vous allez vous faire une idée. Vous avez vu le faciès de l'homme, vous avez vu sa posture, vous voyez que ça projette ce que ça projette. Donc, il ne peut que déteindre, comme ça dit que son existence est physique, c'est aussi comme ça que
sa naïveté, son ignorance peut être perceptible. Donc, je peux que vous dire ça. Moi, je suis une tête bien faite. J'ai fait de très bonnes humanités. Vous savez, il est originaire de l'Est. C'est pour ça que vous allez voir que c'est l'une des régions les plus sous-scolarisées de notre pays. Donc, il y a peu de têtes bien faites qui sortent de ces côtés. Donc, chers internautes, restez tranquilles. Je ne suis pas ébranlé. Nous allons continuer notre travail. Nous aimons notre pays. Ce monsieur a voulu compromettre ma vie. Il a voulu la détruire. Je suis resté debout. J'ai perdu mon enfant. Mais je vous ai dit ce que je vous ai dit. Donc, le reste là, ce n'est que bavardage. Toutes ces choses-là existent. Ce n'est pas moi qui ai créé les histoires où son fils Spinoza est venu dans la tanière de U17 accélérer les autres sexuellement. Et les enfants entrent en érection lorsque vous dormiez avec lui. Vous êtes en train de rêver on est en train de vous sodomiser. Ce n'est pas moi qui avais demandé à la maman de Jean-Marie Dongou de m'appeler que quand son fils est parti de la Funde Sport pour aller à Majorque, l'enfant avait les couches de nuit. Donc aujourd'hui, Jean-Marie Dongou est où? Donc, chers internautes, je termine par là en vous disant que notre sport roi qui est le football, qui n'était que le seul parti politique qui ne nous divisait pas, où on ne savait pas si tu es Bamileke ou tu es ceci, cela. La prise en otage de ces footballs, c'est tout simplement parce que c'est l'un des milieux où on retrouve le plus des indigents. Et le politique au Cameroun s'y infiltre là-bas parce qu'on veut venir chercher de nouvelles proies qu'on va abuser sexuellement. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils se sont aveuglés. Ils ont voulu laisser libre cours aux sorciers. C'est pour ça que vous avez vu l'histoire Utopia, cette agence des managérias. C'est-à-dire que la stratégie, c'était que pour que vous fassiez partie de Utopia, on doit portionner votre prime à 70% et on vous initie au FM, franc-maçon, et on vous sodomise pour vous vider de vos substances énergétiques. Où est encore la Funde Sport? Ça n'existe plus parce qu'on s'est servi des énergies de ces enfants pensant qu'on devait rester éternellement au niveau du sommet. Mais le temps de Dieu n'étant pas le temps des hommes, Satan peut vous donner avec la main droite. Il fait semblant de vous mettre à l'étoile, mais après il vous retire ça par la main gauche. Donc la seule recette et la seule voie de réussite, c'est Dieu Tout-Puissant. Donc moi, chers internautes, ne vous alarmez pas. C'est comme ça le prototype des Camerounais. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Et vous allez voir que c'est un homme qui a 50 ans. Quand un homme ne peut même pas respecter son âge, il ne peut même pas crédibiliser son existence sur Terre, vous-même, vous devez vous interroger. C'est vrai que on peut vous dire que la prison affecte. Il y en a certains que ça radicalise, comme moi, comme Paul-Éric Kingé. Ça nous rend encore plus fort quand vous êtes là injustement. Donc, je vous dis, chers internautes, ce monsieur est venu faire ce qu'il est venu faire là. Il voulait exister. Il a été infiltré là, mais il ne saura plus comment faire pour revenir. C'était même la dernière fois. Donc, je vous dis, continuons le combat. La balle a été remise au centre. Maintenant, ça a l'habitude de voir s'il pourra redonner à nouveau le coup d'envoi. Donc, chers internautes, moi, je reste égal à moi-même. Égal à moi-même. Continuons la construction de notre pays. Donc, nous n'allons pas trop nous attarder sur ces messieurs parce qu'il n'est pas crédible. Ce n'est pas quelqu'un de crédible. Il a écrit la lettre d'engagement. Il s'est dédié. Il s'est humilié. Aujourd'hui, il vient reconnaître qu'il a eu à dire des choses qui n'étaient pas vraies. Quand les femmes de Fou et la femme de Ken, la femme de Makoun l'appelait, c'est pour ça que vous avez vu que c'est concerné là. Donc, l'affaire est survenue, constatant qu'il n'avait pas de personnalité. Les téléphones ne passaient plus quand il appelait. Donc, c'est ça. C'est ça le prototype des Camerounais. Donc, vous comprenez que derrière ça, il y avait peut-être une idée de se faire de l'argent. Moi, je n'étais pas au courant. Parce que moi, cet individu-là, je ne l'ai jamais admiré, je ne l'ai jamais considéré. Et ne vous attendez pas que moi, un jour, je peux faire des concessions avec lui. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire, chers internautes. Notre plateforme est une plateforme crédible, sérieuse. Est une plateforme où, aujourd'hui, les nouvelles idées doivent germer, doivent émerger pour construire et éveiller les consciences que vous êtes, des têtes bien faites. Donc, je vous dis, nous passons là-dessus. Maintenant, je vais parler aussi, chers internautes, de cette histoire. Vous avez vous-même regardé la télévision de Mille Collines dimanche dernier, dans les fameux débats habituellement où ici retour. Vous avez vu un monsieur comme François Magmédium, que je vais citer, la soi-disant loi qu'on vient de prendre sur l'autochtonie, où quelqu'un dit carrément à Mondovision, il n'a même pas été recadré par le soi-disant journaliste, qu'il y a des gens qui pensaient vouloir envahir le Cameroun. Ils seront bientôt stoppés avec cette nouvelle loi, elle est la bienvenue. Je vais répondre à ces messieurs que ce n'est pas la première fois qu'il est dans la dérive langagère. Il a traité le cardinal Christian Toumi en 2011. Lorsque le cardinal était à Yaoundé au Diega Palace, j'étais présent. Il présentait son brillant ouvrage paru cette année-là, Ma foi, un Cameroun à remettre en œuvre. Un certain prélat. Vous savez, c'est très dangereux dans notre pays parce qu'il y a des gens qui ont peut-être raté leur retraite. Vous savez, c'est très difficile, chers internautes. Le Cameroun traverse des moments très difficiles. La misère est croissante. Les difficultés au quotidien, si vous n'êtes pas mentalement fort, si vous n'êtes pas mentalement bien préparé, vous allez vous retrouver en train de vous dédier, de vous compromettre. Et vraiment, ça fait mal.
Ça fait mal parce que, bon, un homme comme ça qui se prévaut, entre guillemets, d'être un intellectuel, qui a soutenu une soi-disant thèse de doctorat où aucun étudiant ne fait de recherche sur ça. Elle se retrouve dans les annales de l'estime, mais personne ne va jamais la lire sur les silences présidentiels. C'est l'une des thèses les plus faibles du monde. L'une des thèses les peu, c'est-à-dire que l'une des thèses où il y a peu d'existence consistante sur le plan scientifique. C'est-à-dire que c'est un grabuge, un ramassis d'un certain nombre de petits colportages. Et ce jour-là, vous aviez vu vous-même à Mondovision que son parrain dans le FM, c'était M. Jacques Faminongo, quand il lui a fait aborder la touche. Donc vous comprenez que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Ce sont ces types de Camerounais-là, vraiment, ça fait mal. Mais moi, j'ai dit aux Camerounais qu'on ne va pas diviser les Camerounais. On ne va pas vous diviser. Tant pis pour ceux qui vont accepter de se diviser, vous resterez à la traîne. Parce que nous, on avance. Moi, tous les Camerounais sont mes frères. Je ne connais pas que tu es anglophone ou tu es bamileke. Tous les Camerounais sont mes frères. 95% de mes camarades de classe sont les bamileke. Vous avez compris, chers internautes. Et ce que je ne cesse de dire aux différentes autres communautés camerounaises, c'est d'aller copier ce que les bamileke font de bien. Ne nous leurrons pas. Je suis en un haut lieu de l'université. Je vais d'abord vous dire que les 3 communautés les plus scolarisées du Cameroun, c'est-à-dire celles où les gens vont le plus à l'école, pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, pas parce qu'ils ont plus d'argent que les autres, mais ceux qui vont plus à l'école, ce sont les Bamileke, les Etoun et les Bassa. Maintenant, ce que les autres doivent faire, c'est d'aller tricher ce qui se fait de mieux chez les Bamileke. Pas de rester dans les petites rancunes inutiles, les petits déboires, les envolées qui ne servent à rien. Ils ont construit leur architecture pour résister. Ils ont construit, c'est-à-dire que leur résistance en mettant l'accent sur l'homme. Nos différentes communautés aujourd'hui, si elles veulent véritablement que nous soyons à la page, que nos soi-disant élites, les incompétents, les médiocres qui ont pris en otage notre pays, doivent apprendre que lorsque les meilleurs, qui sont distingués au CEP, au BEPC, au probatoire, au baccalauréat, la licence, ils organisent aussi des journées de récompenses comme le font les gars de l'Ouest. Moi, j'ai vu un monsieur comme Baragamboa. Lorsque la communauté bandunnaise, au foyer Bandoun, à Etoile, qui remettait les bourses à ceux qui ont été les meilleurs étudiants, les meilleurs au baccalauréat, il était présent, mais il est incapable de faire la même chose pour les enfants originaires du Fundi. Vous pensez que c'est les Bamileke qui lui empêchent de faire ça? Ce ne sont pas les Bamileke, donc ce sont des faux débats. Personne n'empêche Henri Paul Moutazé, qui est extrêmement riche, qui n'est ni un homme d'affaires, d'aller à San Mélima, de prendre tous les enfants du Sud, qui sont distingués comme des meilleurs au baccalauréat, au BPC, au probateur, ceux-mêmes dans les milieux universitaires. Voilà, à Tuzan. C'est un gars du Sud qui a créé le Cardiopac. Vous savez qui sont ses plus grands financiers? Ce sont les gars de l'Ouest. Ce sont les gars de l'Ouest qui ont permis à Tuzan d'aller en Londres. Qu'est-ce que les gens du Sud ont fait pour lui? Je prendrais même la région de l'Est. Donc, c'est pour vous dire que, chers internautes, tout ça, c'est parce que les gens veulent exister. Comme aujourd'hui, dans nos différents faux médias, là, les médias du magico-anal, il y a ce qu'on appelle des panélistes et commandites. C'est-à-dire qu'on s'assoit au ministère de la Communication, au ministère de l'Enseignement supérieur, à l'AT, là où il y a un bandit qui a vidé l'argent de la campus. On dit, bon, toi, tu iras à Canal Presse, toi, tu iras dans telle chaîne. On te donne 100 000 francs. Beaucoup font bouillir les marmites en allant insulter les autres dans les chaînes de télévision là, en question. C'est pour ça que moi, j'ai dit aux Camerounais, ceux qui veulent entrer dans ces jeux-là, ça vaut risque et péril. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Centrafrique. Nous vous disons que on ne doit pas nous diviser pour des prébendes. Les gens font ça parce qu'ils veulent que la guerre s'installe dans ces pays. Eux, ils n'ont plus les enfants ici. Beaucoup d'entre eux, les femmes et les enfants ont les doubles nationalités. Eux, ils sont des kamikazes qui veulent mettre le feu ici. Le moment venu, ils vont se réfugier à l'ambassade des femmes. Ce n'est que le seul pays corrompu qui pourra leur permettre d'être exfiltrés du Cameroun. Mais je leur dirais tout simplement que cette construction ne passera pas. Dans les François Magmédium, tout ce que vous construisez là, le jour où ça va péter, nous fermerons toutes les voies de sortie et nous allons rester ici comme au Rwanda. Et chacun de nous répondra de ses actes. Maintenant, je vais parler, et avant d'entrer dans le vif du sujet, sur le braquage de la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Vous savez, chers internautes, je suis un fidèle catholique romain, pratiquant. Et je vais constamment me recueillir, même lorsque je dois vaquer à mes occupations à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Ce qui s'est passé mardi dernier n'est que de l'imposture, de la forfaiture. Pourquoi? Je vais vous parler. On ne peut pas avoir organisé une très grande messe de collection pour les établissements lundi. Il y a des offrandes qui sont entrées. On ne peut pas nous dire qu'on peut compter 8 millions pendant 2 jours. Ça veut dire qu'on aurait pu compter cet argent, si c'est vrai que ce sont ces 8 millions qu'on aurait emporté de ces côtés. Le même jour, aller déposer ça à la procure, afin que la procure aille verser ça à la banque. Mais la dame qui gère l'économie, sachez-en donc comment la cathédrale Notre-Dame des Victoires fonctionne.
Lorsque Monseigneur André Woukine est arrivé, il avait été nommé archevêque métropolitain ici en 2002. Vous tous vous souvenez, 2001-2002, après la mort de Monseigneur Jean Zoua, vous savez qu'on avait bloqué l'entrée ouest de Yaoundé pour dire que non à Mbamileke. L'environnement avait tellement été hostile à Monseigneur André Woukine, il a trouvé une dette énorme. C'est comme ça que cet homme qui était un oint de Dieu, un élu de Dieu, les vrais hommes, parce que cet homme comme richesse qu'il a pu laisser à sa famille, c'était sa paire de lunettes. À chaque fois qu'un membre de sa famille allait lui demander de l'aide, il disait que non, c'est l'argent de l'église. Il a été appelé par Dieu pour servir l'église et non pas pour se servir. Et vous allez donc voir que le père Woukine s'est battu à restructurer moralement la cathédrale Notre-Dame des Victoires. L'extraversion des mœurs, le comportement tribal, la corruption, la concussion avec le système illégitime satanique, il s'était vraiment mis à l'écart. Lui, c'était l'évangile. Lui, il prêchait pour le bien-être et l'existence de l'être humain. Alors, le père Woukine a été combattu. Il a été combattu, jusqu'à ce que lors d'une conférence à l'Université catholique d'Afrique centrale, on avait empoisonné le micro qu'il était en train de parler. Étant tombé là, il ne s'était plus jamais relevé. Ntoyen Bakot Simon est arrivé. Vous savez que Ntoyen Bakot a été accepté parce que c'est un homme qui n'a pas de personnalité. Il est compromis, c'est un corrompu. Et entre autres, selon ce qu'on dit, qu'il aurait été camarade de classe de M. Biya. Et vous savez que l'épiscopat camerounais était pris en otage et contrôlé par Beninga Eboutou et Pio pour l'ancien nom apostolique. Je vais revenir là sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. C'est donc comme ça que Bakot étant arrivé, il a commencé un certain nombre de réformes. Bon, les réformes en question, c'était beaucoup plus pour ses propres avantages, hein, parce que lui-même n'était pas blanc comme saint. Et c'est comme ça que les réformes en question ont débouché sur un idéal très simple. C'est-à-dire quoi? La cathédrale étant un lieu qui est tellement ouvert. L'ancien directeur de cette cathédrale, Xavier Antoine-Marie Evouna, qui est actuellement le recteur du sanctuaire marial d'Insimalem, était aux États-Unis. Étant rentré des États-Unis, il a ramené les caméras. Il a estimé pour lui que la cathédrale étant un lieu qui est tellement ouvert, où il y a beaucoup d'insécurité, il serait souhaitable qu'on puisse installer les caméras de surveillance afin de contrôler les mouvements, les vases et biens de tout un chacun. Il ne voulait pas contrôler les prêtres, mais il était tout simplement question de préserver la cathédrale d'un certain type de comportement. Alors, le père Evouna, Jean-Marie, qui est le recteur du sanctuaire marial de Simalem, quelqu'un de probité morale inattaquable, un grand homme d'église. Il a travaillé là-bas, vous savez aussi que c'était un moine, il a grandi au monastère, donc de temps à autre, il aimait se renfermer afin de pouvoir travailler. Et quand Bakot a été débarqué pour ce que vous connaissez là, que je vais revenir sur ça, sur Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, on a nommé Jean Barga, leur ami à eux, administrateur apostolique avant qu'il ne soit confirmé comme archevêque métropolitain de Yaoundé. Il est revenu avec Xavier Athanas Olomo qui avait été chassé des milieux de l'église parce qu'il était au petit séminaire de Mbalmayo. Il avait été chassé et excommunié de là pour pratiquer de pédophilie. C'est comme ça que Olomo est ramené et il est nommé recteur de la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Il arrive, il supprime les caméras de surveillance. Entre autres, lorsque Jean Barga nomme le personnel diocésain, c'est-à-dire que l'administration de l'archidiocèse de Yaoundé, sur les 100 personnes qui administrent l'archidiocèse de Yaoundé, il y a 85 éonos. Le reste, maintenant, on a réparti ça avec les autres tribus. Et un jour, j'ai été frappé par une image, chers internautes. Il y avait une dame de l'Ouest qui avait une boutique. On vendait les lunettes là-bas. Il y avait beaucoup d'autres objets sensibles pour la santé de l'être humain. Il a fait entrer tout un catépia qui est venu démolir ça, demandant à cette dame d'aller installer ça à Bafoussam parce qu'il est temps que la cathédrale revienne aux chrétiens. Pourtant, elle-même, elle était une fidèle qui cotisait. Elle payait sa dîme chaque semaine et chaque mois. Ça avait gêné tout le monde. Il a instrumentalisé encore un autre truc. Vous allez voir tous les jeunes qui vendaient tout le long à l'intérieur de la cathédrale, là, les œuvres de piété et les sacrements d'église. Ces enfants sont persécutés jour, c'est-à-dire que jour pour jour. Parfois, il appelle le délégué général à la Société nationale, il parle le patois. On envoie les escouades de policiers là-bas à Ouara d'Intimiévouna comme ça. Et ce qui s'est donc passé mardi dernier, c'est que si ces caméras de surveillance étaient véritablement fonctionnelles, on devrait aujourd'hui savoir qui sont derrière ça. Ceux qui sont derrière ça, c'est qui?
il faut demander l'argent des fidèles à Jean Baraga, au Lomo, et sa nièce qui gère l'économie, celle qu'on a trouvée là le matin, qu'on dit qu'on aurait ligoté, qui dit là-bas, selon ses dires, elle dit que ces gens ont voulu tirer sur elle. Un a dit que non, ce n'est pas elle qu'on voulait, c'est Olomo qu'on voulait. Posez-vous la question de savoir pourquoi Olomo a voyagé à la veille. Donc, chers internautes, c'était de l'entourloupe, c'est de la mascarade ce qui s'est passé à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. On doit nous dire pourquoi Olomo avait débranché les caméras de surveillance que le père l'abbé Antoine-Marie Evuna avait installé pour sécuriser, pas pour sécuriser les prêtres, mais sécuriser la cathédrale pour voir les vases et biens des uns et des autres. Chers internautes. Et plus grave, ces jeunes qui se débrouillent là, tout autour de la cathédrale, c'est eux qui assurent véritablement la sécurité. Parce qu'il y a vraie insécurité à la cathédrale de Notre-Dame de Victoires. Moi qui vous parle, en 2012, j'allais composer les NAM. Je suis allé là-bas très tôt en matinée, je me suis posterné pour louer le Seigneur. J'ai enlevé ma montre, j'ai déposé sur le banc. 30 minutes après ma prière, quand je lève ma tête, quand je ne vois plus ma montre. Il y a même eu des gens qui perdent même les laptops là-bas, c'est-à-dire, vous allez à la maison, vous fermez votre véhicule, on casse le pare-brise. Certains même, comme par exemple, aujourd'hui, j'étais à l'adoration du Saint-Sacrement. Ils viennent à la messe du jeudi parce que c'est il y a au moins un nombre, c'est-à-dire acceptable de fidèles. Ils soutient les gens. Ça existe, les portables même. Parfois, les femmes, vous savez que quand une femme entre à l'église, celles qui pêchent au quotidien, celles qui trompent leur mari, c'est-à-dire les femmes infidèles, qui viennent là pour demander pardon à Dieu, aller faire les mêmes choses. Quand elles se concentrent là pour prier, elles s'oublient. Donc même les sacs à main des femmes sont volés. Véritablement, il y a le vol à la cathédrale. Et parfois, c'est le personnel même de la cathédrale. C'est-à-dire que ceux qui travaillent à l'économie, même certains prêtres même, là-bas à la cathédrale sont des voleurs. Ils ne sont pas sérieux parce que vous savez que le métier de la prêtrise aujourd'hui, les gens ne viennent plus là parce qu'ils sont appelés par Dieu. Donc c'est pour vous dire que ce qui s'est passé là, si les services de renseignement, les enquêteurs veulent vraiment faire leur travail, vous allez voir que la main de l'homme existe là. Parce que toutes les filles qui se sont succédées comme gestionnaires de l'économie sont ses soeurs, ses nièces, ses cousines. Ce sont que les étonnes qu'il met là-bas. Donc on doit nous dire comment les gens collectent l'argent. Lundi et mardi à 6 h, on vient braquer. Ça veut dire que c'est quelqu'un à l'intérieur de la maison qui a filé l'information. Et ces bandits ne sont pas des bandits ordinaires. Ces bandits se trouvent à l'intérieur de la cathédrale, chers internautes. Donc, voilà des choses comme ça que nous ne devons pas accepter dans notre pays. Les gens vont venir vous dire, oui, les gens ne craignent plus Dieu, ils viennent même voler dans la maison de Dieu. Mais quand vous avez tout désacralisé, un pays où il n'y a plus de morale, où un homme peut aller avec un homme, où un homme peut prendre son coq, il fait la zoophilie avec, où un homme peut prendre la chèvre, il encule la chèvre. Vous pensez que c'est quoi? Vous voyez des gens qui ramassent l'argent dans les caisses de l'État, ils affament d'autres Camerounais. On se retrouve aujourd'hui qu'on n'a pas de dialyse, on n'a pas de plateau technique, on n'a rien. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Ceux-là sont même plus dangereux que les braqueurs. Les braqueurs, là, eux, ils viennent braquer parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils sont dans l'indigence, dans le besoin. Mais ceux qui ne sont pas dans le besoin, pourquoi ils volent tous les jours? Donc l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Jean Baraga, qui a sa croix au cou comme un talisman, qui passe le temps à brandir en longueur de journée, à pavaner avec, doit nous dire où se trouvaient ces 8 millions de francs CFA. Cet argent, c'est où? Pourquoi Olomo a voyagé à la veille? Sa nièce qui gère l'économie. Maintenant, elle dit que non, c'est quand un autre prêtre est tenté d'arriver là, qu'on a aussi poussé le prêtre dedans, on a fermé la porte, les gars ont fui. Vous pensez que, chers internautes, tel que la cathédrale est ouverte, avec la souffrance que les Camerounais vivent au quotidien, je vous assure, à partir de 4 h du matin, tout le centre-ville, les Camerounais sont déjà dehors pour aller se débrouiller. À 6 h, la messe de 6 h à la cathédrale, elle n'a pas plus de 100 personnes. Mais les altères et les alentours de la cathédrale, là, ça, je sais de quoi je vous parle. Les gens sont déjà là dehors. Ceux qui font le chai, ceux qui font le café, ceux qui ont les brouettes pour frire les œufs ambulants, là, ils sont là. Ça veut dire qu'un tel truc comme ça, là, si les gens n'ont pas une bonne information venant de la maison, ils ne peuvent pas s'attarder. Ça veut dire que ça a zardé de venir faire ça, chers internautes. Donc, que Olomo, Jean Baraga et sa nièce qui gère l'économie nous disent où les 8 millions de fidèles sont partis. C'est à eux qu'il faudrait qu'on s'adresse. Que les gens arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire là, ils racontent des histoires. Le père l'abbé Antoine-Marie Evuna a installé les caméras là-bas. Vous allez voir, chers internautes. Certains qui sont à Yaoundé, rendez-vous à la grotte Mariale en Simarel. Vous allez voir que cet homme, quand il a été nommé recteur là-bas, il a modernisé cet endroit propre. Quand vous allez là-bas chaque 12 h du mois, vous vous sentez confortablement en communion avec Dieu. C'est d'abord quelqu'un de sérieux et de très honnête qui n'est pas compromis dans les histoires du magico-anal, dans la corruption, les faux frères qui détruisaient l'église de l'intérieur en prenant les cadeaux de support de Satan de l'extérieur. Donc, chers internautes, le braquage à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, Olomo, Xavier Atanas, le pédophile, l'actuel recteur, et Jean Baraga, et sa nièce, la nièce de Olomo, qui gère l'économie là-bas, doivent nous dire où se trouvait cet argent.
C'est à eux qu'il faudrait demander cet argent. Maintenant, chers internautes, je vais terminer en vous disant que le milieu ecclésiastique camerounais est très dangereux. Très, très dangereux. La traîtrise, la médisance, la calomnie, les empoisonnements, c'est eux. Notre église est fractionnée aujourd'hui parce que, chers internautes, il y a aujourd'hui deux courants à l'intérieur de l'église catholique. Le premier courant, c'est quoi? C'est ceux qu'on présentait être les mauvais évêques. Le cardinal Toumi, Samuel Cléda, le feu Dieu de Nebo Mix, et Suya Fontaine, l'archevêque de Bamenda, et un certain nombre de les bons évêques, c'est Monseigneur Adalbert Ndjana, Christophe Zoua, Jean Baraga, Xavier Atana Solomon. C'est-à-dire que les gens qui gèrent les intérêts occultes, qui sont là pour damner les esprits des fidèles. C'est pour cela que, chers internautes, aujourd'hui, vous devez savoir la vérité de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Vous savez, les gens peuvent faire des choses dans le noir. Je peux tuer quelqu'un ici, là où je suis là. Je me dis que je suis seul. Ça ne sortira jamais. Même le rideau va aller me trahir. Même le mur. Même un jour inconsciemment comme ça autour d'un pot. Je vais me perdre en conjoncture et je vais lâcher ça. Pour que vous sachiez qui était Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était un grand serviteur de l'église. Un oint de Dieu. C'est quelqu'un qui a gravi tous les échelons avant d'être consacré évêque. Il n'a jamais usurpé. Il n'a jamais été un imposteur. Il n'a jamais été un falsificateur d'un certain nombre de choses. C'est un homme qui a toujours été rationnel, droit dans ses bottes. Et il s'était toujours opposé viscéralement et radicalement contre la pratique de la pédophilie et de l'homosexualité. Ça dit que chaque fois qu'il faisait ses homélies, il ne cessait de le marteler en attirant l'attention des fidèles que seul le plus grand salaire et la plus grande récompense qu'un fidèle puisse avoir, c'est le travail. Et que la reconnaissance et la gloire doivent revenir à Dieu. Chers internautes, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était déjà sur l'œil du cyclone. Il faut le rappeler. Pourquoi? Parce que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala remplace Monseigneur Athanas Bala. Je vous ai dit que moi, je suis né à la cathédrale Saint-Sébastien. Au fait, à l'hôpital Saint-Sébastien de Bafia, qui n'est pas très loin de la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia. Et je vous avais dit que ma venue au monde était très compliquée parce qu'il fallait assez de sang à ma maman pour que je vienne au monde. Et les deux personnes qui sont proposées de donner le sang à ma mère, c'était Monseigneur Athanas Bala, père à son âme, et mon bon bouquet, il portait son nom. Donc, quand Monseigneur Athanas Bala prend sa retraite en 2003, il s'est fait remplacer par Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Quand Jean-Marie Benoît Bala arrive au diocèse de Bafia, je vous assure, il continue dans la même lancée. C'est-à-dire que la construction de l'homme, la valeur ajoutée qui est l'être humain, l'existence, qu'est-ce qu'il pourra laisser à la prospérité. Alors, il y a eu donc des comportements déviants qui avaient commencé déjà à se chuchoter parce que les milieux d'église, ça bavarde beaucoup. Comme dans le milieu des artistes, le milieu des intellectuels, le milieu des footballeurs. Parce que là-bas, on voit beaucoup dire que l'église, c'est un truc hermétiquement qui est fermé, c'est un truc très vicieux où on parle peu. Mais je peux vous dire, à l'intérieur, les complots qui sont ourdis contre les uns et les autres, ah mais mon Dieu, c'est très grave. Parce que je sais de quoi je vous parle, j'ai été au séminaire, moi j'aurais pu être prêtre. Parce que Monseigneur Athanas Bala s'était proposé de payer mon cursus, mais j'avais refusé. Pourquoi? Parce que je n'étais pas appelé à faire ça. Mais il faut être vrai. Parce que c'est ça qui tue notre pays aujourd'hui. Les gens vont embrasser ce qu'ils n'étaient pas prédestinés à faire. C'est vrai, on va vous dire que c'est le chômage, mais on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne fait pas la roubladise avec Dieu. Avec Dieu, il faut être vrai. C'est clair. Moi, j'avais dit à mon père Athanas Bala, mon père, moi, je ne vais pas me retrouver un jour en train de tirer quelqu'un avec sa croix au cou parce qu'il s'est mal comporté. Parce que si moi j'avais été ordonné prêtre, je n'accepterais jamais que les gens comme Jean Baraga se comportent à côté de moi. Avoir un comportement autre. Donc, par mesure de prudence, il ne faut donc pas aller salir ou provoquer Dieu là-bas pour qu'il soit foudroyé. Donc, j'ai préféré faire autre chose, faire des grandes études après d'attendre la récompense de Dieu. Donc, Monseigneur Jean-Marie Bala, étant arrivé là-bas, il a prescrit presque à tous ses collaborateurs travail, efficacité, rendement, compassion, écoute du fidèle. Il a redynamisé le diocèse de Bafia. L'administration était très bien structurée. Bosseur, il partait du bureau à minuit, 23h. 23h minuit. Alors, le recteur qu'on avait tué, le recteur Ndjama, avait constaté que la plupart des enfants qui faisaient les études au petit séminaire avaient déjà changé le comportement. C'est-à-dire, vous savez,
au séminaire, quand vous êtes au séminaire, l'un des premiers critères, c'est que vous n'avez même pas grand-chose à faire. En dehors de faire vos études, vous faites des études, vous vous levez le matin, vous priez, vous allez à l'école, vous rentrez, vous mangez. Vous êtes bien. Et oui, il y a donc ce qu'on appelle les bienfaiteurs, c'est-à-dire quelqu'un qui peut décider d'être ton bienfaiteur, pour être ton parrain, pour te payer les études et t'accompagner jusqu'à ta consécration. Alors, le père Ndiama, le recteur, avait donc constaté qu'il y avait un écart de comportement. Les séminaristes dormaient, rentraient tard. Certains d'entre eux étaient toujours absents. Alors, c'est comme ça qu'il va donc dire à Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala de lui dire que, monsieur le recteur, prenez vos responsabilités, rendez-moi compte, lorsque vous aurez déniché, qu'est-ce qui amène ces séminaristes de se comporter de la sorte. C'est donc comme ça que le père Jean-Marie Ndiama dormait tardivement. Il espionnait les gars. Les gars rentraient avec des buildings, des grosses voitures. Ils viennent à Yaoundé, ils viennent se faire sodomiser par certains pontes du régime qui étaient les parrains. Ils rentrent avec des... C'est-à-dire que beaucoup de choses, les plastiques, bien les yaourts, ils entrent. Il a commencé à avoir des gars qui n'arrivaient pas même à payer les pensions, mais ils avaient déjà les grosses voitures. C'est comme ça qu'il les infiltre. Et certains d'entre eux passent aux aveux. Certains commencent à lui dire que bon, il y a tel qui me sodomise. On se retrouvait souvent en Hala, au collège de la Saint-Piensa, à l'auditorium de la Rose-Croix, à Fébévilla, voici ça. Il fait donc un rapport en béton à Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala sur un certain nombre de pontes du régime. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, tellement il était très acrimonieux vis-à-vis de cette pratique, décidait donc lui-même de mener une enquête personnellement. Et il décèle que parmi ces barons du régime illégitime, il y avait les plus proches collaborateurs de Paul Biya. Parmi ceux-là, Belinga Eboutou. C'est donc comme ça que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala fait une lettre. Et son erreur aussi, chers internautes, c'est que parfois aussi, nos frères-là ont tous ces petits hic-là, le tribalisme. Il fait une lettre qu'il doit adresser à M. Biya pour dénoncer son collaborateur qui vient pourrir. C'est-à-dire que le petit séminaire de Bafia. Pourquoi? Parce que lors de la récollection ici à Yaoundé, quand Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala fait la lettre, il envoie à M. Biya, une autre à Piero Piopo qui était à l'époque non apostolique. M. Piero Piopo prend sur lui de prendre les deux lettres et de cacher, d'attendre que Belinga Eboutou rentre et de lui envoyer ça pour dire, tu vois ce que votre type dit de vous. À partir de là, c'est là où l'arrêt des morts de Monseigneur avait été signé. Lors de la récollection ici à Yaoundé, ces femmes de ces pontes du régime-là viennent, parce que la récollection chez nous, les cathédrales, c'est qu'ils viennent ici là en retraite spirituelle, il y a un certain nombre de choses qu'ils viennent faire. Alors, beaucoup d'entre eux avaient été excommuniés, radiés du petit séminaire de Bafia. Monseigneur dit qu'il ne peut plus les voir, qu'ils partent. Ils arrivent donc ici, ils viennent voir les mentors, dont les maris ici à Yaoundé. Et les maris donc décident que non, on va vous réintégrer coûte que coûte au petit séminaire. C'est comme ça donc que Monseigneur Bala, parce qu'il y a une troisième lettre qui va chez Jean Barga. Alors, Belingadon étant rentré, il appelle Jean Barga. Il dit à Jean Barga que c'est toi qui m'as présenté Jean-Marie Benoît Bala. Tu m'as dit que c'était ton frère. Voilà. Il faut qu'il rétablisse ces prêtres qu'il a excommuniés. Entre autres, dans la journée du 27 au 28 au 29, au 30, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala reçoit 3 émissaires qui disent venir du cabinet civil. Ils arrivent à Bafia aux environs de 8h30. Monseigneur était en train de prendre ce petit déjeuner. Ils déjeunent ensemble avec lui. Alors, ils disent qu'ils sont venus de la part, ils ont un pli fermé, ils sont venus de la part du cabinet civil. Alors, Monseigneur de leur dit que bon, d'accord, on finit le déjeuner, je vais vous recevoir. Ils disent à Monseigneur que non, prends tout ton temps, il n'y a pas de problème, nous sommes là pour longtemps, pour toute la journée. Et comme Monseigneur c'était un bosseur, il monte dans ses bureaux, il travaille. À pareille heure comme ça, à 17h30, il décide donc de les recevoir. Il les reçoit dans ce qu'on appelle le parloir. C'est comme ça dans les milieux ecclésiastiques qu'on appelle le lieu de réception, le parloir. Ils vont s'asseoir là-bas. Alors les gars lui disent qu'ils sont venus de la part du directeur du cabinet civil parce qu'il y a un certain nombre de décrets que le Monseigneur a eu à prendre. Et ils ont reçu des instructions de lui dire qu'il faudrait qu'il revienne sur ces décrets. Chers internautes, vous savez ce que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a répondu à ces assassins de l'escadron de la mort. Parce qu'entre eux, c'était des gars des escadrons de la mort. Ceux qui sont spécialisés pour assassiner. En réalité, c'était des faux émissaires. Ils sont venus là-bas parce qu'ils voulaient regarder, c'est-à-dire que le plan du diocèse de Bafia, comment ils devaient venir le prendre, comme ils sont venus le kidnapper. Alors, Monseigneur a répondu à ces derniers que il a souri. Il a dit, mes chers enfants,
mes chers chrétiens, il dit, il y a deux choses qui peuvent faire en sorte que je revienne sur mes décrets, ma conscience et Dieu. Une personne lambda, je ne le fais pas. Il a dit vraiment, pour tout le respect que je vous dois, pour tout le respect que je dois à votre commissionnaire, allez lui dire que je ne reviens pas sur ces décrets. Ils sont rentrés le 29, le 29 là. Le 30, c'est pour ça que vous avez suivi le gardien du diocèse, vous avez de l'archidiocèse de Bafia, vous avez dit qu'il y a un monsieur qui était arrivé là-bas dans une voiture fumée, une grosse voiture comme ça, noire, grande état, c'était Beninga Eboutou. Lui-même, il est venu là-bas, rencontrer Monseigneur. Monseigneur a dit niet. Alors, après qu'il soit parti de là, c'est là où Monseigneur a été kidnappé. Monseigneur a été kidnappé à l'intérieur de l'évêché, chers internautes. Il a été cagoulé, il a été transporté dans la voiture de l'escadron de la mort. Son véhicule, un des escadrons de la mort, est monté à l'intérieur. Et la mission qu'on avait assignée à tous les postes de contrôle sur la route de Bafia, c'était qu'on doit seulement laisser passer ces cortèges. C'est comme ça que vous avez vu, que vous savez que ces assassins de la CEMIL ou des services de la CEMIL, c'est des illettrés. C'est ça que vous avez vu qu'ils ont écrit mal son nom. Ils ont écrit mal son nom. Bala, ils ont écrit mal. Ils ont écrit très mal. On est arrivé avec Monseigneur jusqu'à Hala. Arrivé même là-bas, il a toujours refusé de renoncer. Parce qu'un vrai chrétien, comme je le suis, même si vous avez la Kalachnikov sur la tempe, et que vous savez que ce que vous êtes en train de faire là, ça dit que vous êtes dans votre bon droit. C'est une mort sacrée. Le Seigneur vous reçoit avec deux mains. Mon Seigneur a opposé une fin de non-recevoir. C'est donc comme ça que l'homme a donc décidé que bon, l'autorité a déjà été tellement bafouée. Je ne sais quelle autorité. La preuve est qu'il est mort, on a baladé le corps d'église en église. On a refusé ça partout. C'est comme ça qu'on va donc avec mon Seigneur à l'intérieur du collège de Sapienza, à Bastos. C'est là-bas où mon Seigneur commence donc à subir, mes chers internautes, la torture. Je vous dis la torture. On a émasculé copieusement mon Seigneur. Ils l'ont brutalisé, tabassé. À un moment donné, on lui montrait comme ça au téléphone que tu vois comment on te cherche, non? Mon Seigneur a subi. Ça veut dire que, chers internautes, c'est-à-dire vous posez-vous vous-même la question, qu'est-ce que cet homme a pu faire? Parce qu'il a refusé tout simplement de renoncer à sa conscience. Des gens qui pourrissent l'église. Ils ont torturé mon Seigneur. Dans les collèges de Sapienza, c'est comme ça que donc ils prennent la route des feux des villages. Pour ceux qui connaissent là où est situé l'auditorium de la Rose-Croix, tout juste en bas comme ça, il y a une belle village. C'est là où mon Seigneur a donc été assassiné. Quand mon Seigneur, ils sont arrivés là-bas avec mon Seigneur, quand Akonga et Somba avaient parlé d'un sacrifice à l'Holocauste, c'est ça. Ils ont ligoté mon Seigneur, comme ça. Et le premier organe qu'ils ont mutilé dans le corps de mon Seigneur, ils ont recueilli son sang, ils ont bu. C'était ses organes génitaux. Chers internautes, ils l'ont sodomisé. Ils ont tiré une balle au niveau de sa tempe gauche ici, là. Ils l'ont copieusement émasculé. Et rendez-vous compte, chers internautes, c'est qu'on a voulu nous faire croire que les faux médecins légistes, quand on essaie d'où ils sont venus, vous disiez que oui, la noyade était la piste la plus exploitable. C'était faux. Chers internautes, il y a des indices. Un évêque ne se sépare jamais de sa croix pectorale. Même quand il dort, il a ça sur son cou. Vous avez vu quand on avait repêché le corps de mon Seigneur avec sa croix. Il peut encore oublier, laisser le petit chapeau là, parce qu'on ne doit pas avoir le chapeau. Mais sa croix là, il a ça sur lui. Partout là où il est. Même quand il prend le petit déjeuner, même quand il part au lavabo, même quand il veut faire quoi, il a ça. Chers internautes. Donc, mon Seigneur a été brutalisé. Ils l'ont sodomisé pour profaner son âme. On l'a émasculé copieusement. Traité copieusement. Et ça, je peux vous dire, c'était un crime d'État. Après ça, quand ils ont fini de faire ça, dans la nuit du 30 au 1er juin, au 2 juin, c'est comme ça qu'ils ont pris un fils d'un ancien colonel retraité de cette armée, l'armée de l'air. On lui a confié la mission d'aller jeter le corps au milieu. Donc on lui avait fait de la cartographie des bébés. Donc il devait aller au milieu de l'eau, là où c'est plus profond, afin que les hippopotames essayent de manger un peu le corps pour que la noyade soit, c'est-à-dire que comme une piste qu'on pouvait véritablement adhérer qui s'est noyé. C'est donc comme ça que vous savez qu'un crime n'est jamais parfait. C'est pour ça que je vous renvoie d'aller lire le brillant ouvrage de Léger Tiga, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, un crime trop parfait. Quand c'est monsieur, parce qu'il a paniqué, il n'a jamais exercé une mission pareille. Vous avez tout un évêque qui est tué. Vous voyez comment son sang a été vidé.
on vous met comme ça là à l'intérieur de l'hélicoptère, on vous demande d'aller jeter au milieu de l'eau. Il a paniqué. C'est pour ça qu'il est allé jeter à Tchang, la petite localité pas très loin là-bas de Rubala. Donc il a paniqué. Étant arrivé là-bas, il n'a plus pu repérer l'endroit. Et le pêcheur malien qui avait déjà mis ses étangs, là-bas, a vu comment on a jeté le corps. Et c'est comme ça que vous avez vu que les chaussures de Monseigneur étaient retournées. Mais, chers internautes, cet assassinat, il y a 4 personnes que si les services de renseignement du Cameroun, ils ont fait le travail, hein, ils ont déposé le rapport à qui des droits. Parce que le délégué général de la Sûreté nationale était un grand homme, c'est un bon papa, il fait du bon travail. Il avait redemandé une deuxième enquête. Mais comme Belling a été impliqué, on a essayé de faire pression, là, on dit machin, jusqu'à ce qu'ils ont monté d'autres évêques contre les autres. Ils ont utilisé les suppôts de Satan, comme les Christophe Zoua, pour être les médiateurs auprès du courant de l'aile dure, les Cléda. Mais ah oui, à un moment donné, vous savez que chez nous, quand l'idée nous dépasse des mètres, on met la tribune, on a commencé à dire que non, c'est un 2 de 0. Vraiment, qu'est-ce qu'un nordiste à y voir? C'est comme ça que ça se comporte chez nous. Quand on n'a pas d'argument. Alors, avant ça, Jean Barga appelle Monseigneur. Il dit, je suis devant ton portail. C'est quand Monseigneur sort de ses appartements qu'il est kidnappé. Oui, oui, oui. Contrairement à ce qu'on vous a fait comprendre que non, c'est sa femme, une dame en Mendon qui l'aura appelé. C'est faux. C'est Jean Barga qui avait émis l'appel là. Je suis devant ton portail. C'est pour ça que vous avez vu dans les différentes interviews de Monseigneur Samuel Kleda, il avait dit, Monseigneur avait reçu le coup de fil de quelqu'un de très important. Kleda était un homme sage, un homme très assidu. Il sait ce qu'il dit. Il sait comment positionner ses mots, chers internautes. C'est ça. C'est comme ça qu'on a kidnappé Monseigneur. Oui, 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 oui. Alors le pécheur malien a vu. Il a tremblé. Parce que s'il avait, on avait même repéré le pécheur malien, on l'aurait tué. La preuve en est qu'on l'a même tué, puisqu'après on n'en a plus entendu parler de lui. Il est où? On vous avait dit qu'il y a un chef d'État qui lui avait gratifié de 500 000. Mais en ce qui concerne l'hélicoptère, c'est aussi l'équivoque qu'il faudrait lever très rapidement. Retenez-le qu'au Cameroun, il n'y a qu'une seule personne, chef des armées, qui est Paul Biya, qui autorise à ce qu'un hélicoptère puisse décoller. Donc, ça a été un crime d'État. Les gens connaissent les uns et les autres ce qui s'est passé. Donc maintenant, chers internautes, revenons pour dire tout simplement que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Et ceux qui étaient, c'est-à-dire que les commanditaires qui ont orchestré l'assassinat, ils se connaissent aujourd'hui. Pioro Piopo. Cet homme a pourri les milieux de l'église au Cameroun, chers internautes. 70% des évêques qui ont été promus, sans aucun rendement, sont ces gars qui appartenaient à cette écurie du magico-anal que Belinga Eboutou, Piero Piopo, avait organisé dans l'église catholique. C'est pour ça que vous avez vu, même la démission de Bakot, malgré que lui-même n'est pas exempt de tout reproche, ça a été orchestré. Les Onambele Zibi, les Belinga Eboutou, ils ont monté un certain nombre de journaux comme Repère. Vous avez vu le nombre de titres que Repère titait sur Théorie Bakot. Il a vendu le séminaire, les machins, il a fait ceci, cela. C'est vrai que lui-même, il faisait ses affaires, c'était un businessman. Mais je peux vous dire quand même que, chers internautes, en tant que fidèle dans cette église, Théorie Bakot avait gardé quand même une vertu fondamentale en lui. C'est qu'à chacune de ses homélies, il dénonçait l'inceste, la pédophilie, l'homosexualité, la fornication, boire le sang. Et ça ne plaisait pas à ses sorciers. C'est pour ça qu'on avait décidé qu'il fallait qu'il parte. Ah oui. En 2013, lorsque Bakot démissionne, on lui a forcé la main. Il était en train de faire une messe de collection en volie. Pioro Piopo est arrivé là-bas avec la papa mobile, avec une fausse lettre qu'ils avaient écrite au cabinet civil avec Belinga Eboutou, disant que ça venait du Vatican. On a demandé à Bakot de renoncer à sa charge apostolique. Oh oui, c'est passé Bakot est malhonnête. Moi, je pouvais faire un livre sur ça. Cet homme est même d'abord méchant parce que si j'allais lui rendre visite une fois à l'époque où ses bureaux étaient à Loncat, il y avait les paniers d'argent comme ça. Et il vous dit seulement merci, 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 mais le même argent, il prend, il utilise ça à d'autres fins. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Bakot n'a jamais démissionné. C'est passé les milieux de l'église, il y a l'hypocrisie. La preuve en est qu'il parlait ça par derrière. Parce qu'il n'a pas de personnalité. Regardez comment il est même affamé. Il est obligé aujourd'hui d'aller dans les restaurants faire les prières là-bas. Pour qu'on lui donne à manger, on lui donne un peu d'argent. Il se retrouve dans les églises de réveil. Vous pensez qu'on doit humilier un prélat comme ça? C'est la malédiction. Ce sont des choses que je combats. Les hommes de Dieu,
chers internautes, les gens qui ont monté Bakot à l'université catholique, les mêmes gens, on a Mbelezidi, Bellinger Boutou, Mamafouda, on va dire là-bas que les Bamileke sont ceci. Mais attends, écoutez, chers internautes, l'université centrale d'Afrique centrale que vous comprenez là, l'église fait dans du social. Vous ne pouvez pas construire un truc que vous estimez faire dans du social, vous mettez la pension à 1,2 million. Sociologiquement et anthropologiquement, on sait qu'au Cameroun, ceux qui sont susceptibles de payer les études à leurs enfants, là, sont les Bamileke. Moi, quand j'obtiens mon baccalauréat en 1998, j'ai envie d'aller faire philo à l'UQAM, mais ma mère me dit qu'elle n'a pas d'argent. Si je pars là-bas, les autres ne vont plus fréquenter. Hein? On a instrumentalisé Bakot dans cette histoire. Si ça n'avait pas été le père Lado qui s'était offusqué, mais attends, comment un homme de Dieu peut prendre sur lui? Il écrit une lettre et il mentionne que est-ce que c'est parce qu'ils sont plus intelligents que les autres qu'ils embrassent les matières scientifiques? Est-ce que c'est parce qu'ils sont des tricheurs? Là, ce n'est plus un homme de Dieu qui parle. Oui, oui, oui. Vous jetez donc l'anathème sur une communauté. Et ça n'avait pas été bien apprécié. Et c'est un jeu qu'on avait amené Bakot à jouer. Il pensait que ces gens étaient avec lui. Mais vous avez vu comment on l'a pressé comme une orange. Et le moment venu, on l'a jeté. Ah oui, regardez-le. Donc c'est ça. Et plus grave, quand on annonçait la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, quand on était en train de le chercher dans les eaux de Bebda, le procureur de la République a mis son bureau sous scellé. Mais vous savez, Jean Barga a envoyé Olomo, qui allait ouvrir ce bureau-là. Il a pris des dossiers. Parce que Olomo et Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, c'était l'eau et le feu. Parce qu'il avait été nommé à l'époque là-bas, quand Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était évêque comme économe. Il n'avait pas fait plus d'1 an. Il avait été chassé parce que Monseigneur avait pris la main dans le sac pour pratiquer de pédophilie. Donc c'était l'eau et le feu. Donc voilà donc, c'est-à-dire que l'orchestration, la structuration de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Un homme qui est un très grand nageur, on vous dit qu'il s'est noyé. Chers internautes, je vais vous dire, un homme de cet acabit, de cette posture-là ne se suicide pas. Oui, c'est interdit dans les vertus de l'Église qu'un serviteur de Dieu se suicide. C'est de la lâcheté, c'est de la faiblesse. Jean-Marie Benoît Bala ne pouvait pas se donner la mort, chers internautes. C'est pour ça que vous avez vu Monseigneur Akonga et Somba, quand il avait convoqué l'apôtre Paul. Ce n'était pas parce qu'il parlait de l'apôtre Paul de la Bible. Il parlait d'un Paul qui existait sur terre. Pourquoi me persécutes-tu? Et il s'est posé la question en ironisant. Qui tue même les prêtres de ce pays? Chers internautes, une question très simple. Bellinger Boutou était à l'office religieux de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à la cathédrale. Non, lui qui était prompt à être à toutes les cérémonies. Même lors de l'enterrement à Bafin, il n'y était pas. Suivez mon regard. Mais, vous savez, nous, par exemple, les vrais chrétiens, on avait décidé que trop, c'est trop. Et il fallait que les hommes d'église fassent le travail. Et je vais vous faire une confidence. Lorsqu'on fait la levée du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à l'hôpital général, avant la levée du corps, Jean Barga et Cléda ont failli en venir aux mains. Parce que quand Monseigneur Cléda arrive, on sort, on tire au premier tiroir, il dit que non, ça ce n'est pas mon évêque. On tire au deuxième, il dit que ça ce n'est pas mon évêque. Jean Barga n'était pas encore là. C'est comme ça que les réseaux du Magico Anal l'appellent. Comme il y avait les vitres très transparentes là, dont on voyait les gestes. À un moment donné, Monseigneur Cléda est sorti de ses gants. Il a fallu beaucoup de médiation, beaucoup de têtes pour qu'il accepte. Parce que rien ne justifie même que c'était le corps de Monseigneur qui était dans son cercueil. Chers internautes. C'est ça la vérité. Alors, Monseigneur a donc été brutalement assassiné comme ça. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il s'était offusqué contre la pratique de la pédophilie, les abus sexuels, l'exploitation de l'être humain, l'homosexualité. Parce que ceux qui venaient le faire ne le faisaient pas parce qu'ils voulaient le bien de l'Église, ils le détruisaient. Chers internautes, l'homosexualité est un vice maçonnique. Tout franc-maçon a de l'appétit pour l'anal. Et quand il vient vous sodomiser, il ne vient pas vous sodomiser par plaisir. Ce n'est pas une déviance sexuelle, c'est faux. Il vient vous vider de vos énergies. Parce que l'être humain a une veine en lui qui est très vitale, qui est, c'est-à-dire que la couloir de transmission entre le cerveau et la moelle épinière, on appelle ça le kundalini. C'est au niveau du rectum anal. C'est ça que les francs-maçons cherchent pour se charger. Quand ils vous pénètrent, ils ont des incantations qu'ils font, des récitations qu'ils font. Quand ils vous pénètrent, ils vous vident de vos substances et vous devenez, c'est-à-dire que
un projecteur d'énergie pour eux. Ça veut dire que si vous allez coucher avec votre femme et qu'elle est chargée spirituellement, quand elle vous charge, vous revenez, ils vous bombardent. Ah oui, c'est ça. C'est ça les francs-maçons. Et vous savez donc qu'ils cherchent les milieux où il y a beaucoup plus d'indigence. Le milieu du journalisme, le milieu du sport, les milieux artistico-politiques et les milieux religieux. C'est là-bas. Ah oui, c'est ça. Donc, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, moi j'étais à Bafia l'année dernière. Ma maman était souffrante de ses côtés. C'est lui qui garde, bon, qui est là-bas aujourd'hui, je crois que c'est lui le recteur, il s'appelle Amougou. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, bon, moi je suis venu, je vais prier sur la tombe de Monseigneur. Il m'a demandé s'il connaissait Monseigneur. Je lui ai dit que bon, le connaître pas comme mon ami, mais en tant que chrétien catholique, c'est normal. Il m'a dit d'accord, patient. Il est allé ouvrir la cathédrale. Je suis allé à l'extrémité droite là-bas, c'est là où se trouvait la tombe de Monseigneur. Il m'a dit, quand tu finis de prier, sors par la petite porte. Je lui ai dit, merci mon père. Je me suis posterné sur la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je lui ai demandé une seule chose, que ensemble, nous allons nous fédérer. Et que là où il se trouvait dans le haut-delà, qui nous aide, nous ici sur terre, de vaincre ceux qui ont eu raison sur lui et qui ne se laissent pas. Et je peux vous dire que il est partout. Oui. Je peux vous faire quand même une petite confidence, mais je ne vais pas citer les noms des prêtres en question pour aussi aller les assassiner. Qui m'ont dit que la femme de Belinga les avait conviés un jour à Hala pour aller faire les prières chez lui parce qu'il avait même déserté sa maison de Hala. Il habitait maintenant à Bastos. Donc on vous dit, dans la nuit, il dort beaucoup. Mais en journée, il est là comme ça. Là. Il voyait Monseigneur partout. Même sur son lit d'hôpital, dans une clinique genevoise, quand il voulait mourir, il avait dit qu'il a été trahi par Paul Biya. Il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça c'est eux là-bas. Je ne sais pas. Donc, c'est pour vous dire que, chers internautes, quand les hommes d'église veulent faire, ils font. Et il reste encore 3. Pioro Piopo, Jean Bargayo Lomo. Bon, maintenant, c'est lui qui était allé verser le sang sur la tombe et l'hôtel de Monseigneur. Là-bas, lui, c'est son problème. Il dit partout qu'il agissait au nom de Belinga Boutou. C'est lui qui l'avait. Ça, c'est leur problème. Nous connaissons que ceux qui ont été les artisans de cet assassinat-là, ce sont ceux que je donne les noms là. Ah oui. Donc, chers internautes, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Et là où vous vous trouvez là-bas, chacun de vous doit immédiatement refuser de faire partie de cette malédiction. Parce que quand vous tuez un homme de Dieu, de cet acabit-là, on veut pourrir nos vies et la vie de nos enfants et de nos petits-enfants pour que nous ayons un pays maudit. Comme c'est le cas de la République démocratique du Congo. Parce que quand on avait tué Lumumba, le dernier propos que Lumumba avait avancé, il avait dit que le Congo ne sera jamais en paix. Parce qu'il avait été trahi par Moïse Tshombe, par Mobutu Sese Seko, par tous ces Aïrois. Donc, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, son âme doit reposer en paix. Et qu'ensemble, avec nos prières, continuons à les élever pour que ceux qui ont participé à son assassinat, ceux-là aussi doivent subir. Ceux qui ont tué le révérend Père Angèle Benvin, ils ont même fendu sa tête, ils ont mangé son cerveau. Parmi eux, il y a un qui a passé 17 ans de prison avec Michel Thierry à Tanabega. Et le jour où on enterrait Monseigneur Angèle Benvin, voici ce que les jésuites avaient dit, que celui qui a fait ça, toute sa vie ne va que connaître la souffrance. Suivez mon regard. Donc, Jean-Marie Benoît Bala était un oint de Dieu. Il pouvait avoir ses péchés comme tout serviteur de Dieu, comme tout être humain. Mais, quand vous êtes contre l'homosexualité, la pédophilie, l'avilissement de l'être humain, comme on dit au quartier, je vous donne mes mains. Voilà pourquoi je tenais à vous expliquer ça. Monseigneur a été assassiné. On est venu avec lui de Bafia jusqu'à Hala. Après, on l'a conduit là au collège de Sapienza. La torture a commencé là-bas, afin d'aller achever ça au niveau de la villa là-bas. Et ceux qui ont fait ça, Piero Piopo aujourd'hui, il est passé aux aveux. Il est dans une prison au Vatican. Il est passé aux aveux. Parce que le pape François Ier lui avait dit que moi, on ne t'a pas nommé nonce apostolique avec siège au Cameroun et en Guinée équatoriale pour aller faire ça. Je vous assure, ils ont sodomisé 70% des évêques. Ah oui. Et vous avez vu que c'était tous ces évêques qui étaient les évêques les plus choyés. Ils avaient de l'argent, les belles voitures. Toutes les grandes cérémonies étaient présentes. Ah oui. C'est ça. C'est ça, chers internautes. Voilà comment votre pays fonctionne. Un pays du mal. On vous dit que depuis l'arrivée de M. Biya au pouvoir, il a le record, le plus grand record des assassinats des hommes de Dieu. Pourquoi tout ça? Et c'est pour ça que Monseigneur Akonga et Somba avaient posé la question.
Vous êtes qui pour vous attaquer au Christ? Ah, vous voulez défier Dieu. Voilà. Défiez Dieu donc. Défiez Dieu. Défiez Dieu. Chers internautes, ça fait mal, un homme de Dieu de cet acabit. Et on a réussi à infiltrer la famille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Son neveu qui était son bombo, il avait été reçu au cabinet civil. Je connais un journaliste de la Nouvelle Expression qui travaille avec ces gars. Le jour où on l'a reçu au cabinet civil, Vincent Sostène Fouda a appelé ces journalistes pour dire que ces gars ne va plus venir. Il a été reçu au cabinet civil. Même Vincent Sostène Fouda que vous avez vu, il s'est associé à ces combats-là. Un temps, il était avec Belling et Boutou. Il est parmi les gens qu'on avait utilisés pour diaboliser Bakot. On lui avait promis qu'il devait être ministre. Il insultait Kamto partout. C'est quand on ne lui a rien donné qu'il s'est radicalisé. Les mêmes réseaux ont monté le coup contre son ancienne copine qui a monté ses enfants. On l'a bastonné nu. Et on a envoyé ça à la télévision des 1000 collines. Voilà. C'est la même chose qu'ils vont faire un jour à Onangini. Qui croit être avec eux là. Il passe s'asseoir là-bas, il insulte tout le monde. Ils vont te faire ça. C'est ça, chers internautes. Méfiez-vous des Camerounais. Même vous qui êtes à l'étranger là. Sachez comment marcher. Le Camerounais te vend même pour rien. Ah oui. C'est ça. Méfiez-vous. Ils sont changeants. Des caméléons. Tu es avec quelqu'un, il rit avec toi, tu te dis non mon frère, vraiment ce que tu fais là c'est bon. Mais c'est la première personne que lorsque tu prends la tasse de café, vient te mettre le poison là. C'est pour ça que vous me voyez, moi, mon frère, je sais là où je mets mes pieds. Je sais avec qui je marche. Moi, j'ai d'abord cette chance. C'est une grâce divine. Peut-être c'est un don. Je remercie Dieu. Quand mon sang ne colle pas avec toi, mon frère, même si tu es, je ne sais pas, même si c'est toi qui vas, je ne sais pas, je ne te tends pas ma main. Je ne suis pas avec toi. Je ne ris pas avec les gens. Il y a des gens qui me racontent dans les rues de Yaoundé. Non, ils commencent à m'appeler. Je fais comme si ce n'était pas moi. L'homme camerounais est singulièrement méchant. J'ai étudié l'anthropologie, la mentalité de l'homme camerounais. Son dénominateur commun, c'est le mauvais cœur. C'est pour ça que vous voyez notre pays dans la traîne comme ça. Un jour, un de mes professeurs de philosophie m'avait dit qu'à un moment donné, on mérite Paul Biya comme président parce que nous-mêmes, les Camerounais, ne sont pas sérieux. Ah oui, vous avez vu, il y a des gens qui ont été candidats à l'élection présidentielle. Que moi, à un moment donné, je leur ai accordé le bénéfice du doute. Ils ont trahi la DEC. Des gens qui avaient des difficultés à aborder un bon pantalon. Mais vous avez vu aujourd'hui, ils sont PCA dans les holdings. Ils vous disaient qu'ils ont collecté 80 millions de fonds résine. C'est ça le Camerounais. Et ils amènent les femmes aux États-Unis faire in vitro. Voilà de la malédiction. Tu es jeune, 39 ans, 40 ans, tu n'arrives pas à faire les enfants. Tu vas aller faire les enfants fabriqués. Après 2, 3 mois, ils vont mourir. Parfois même, ça ne pas, on ne voit pas la grossesse venir. C'est ça, chers internautes. Notre pays, c'est ça, c'est la méchanceté, le mauvais cœur. Les gens se plaisent de voir les autres souffrir. Ils font assujettir les autres. Ah oui, on va corrompre les magistrats, ils lancent les mandats d'arrêt. On vous persécute. Voilà le Cameroun. On se plaît de voir les autres souffrir. Et la finition de ça, c'est quoi? C'est qu'on va déteindre sur une guerre civile où les règlements des comptes seront terribles. Et nous sommes en train de nous acheminer vers là. Vous avez vu hier, à Bamenda, on a massacré 6 policiers. Voilà. Et les gens sont là tous les jours, ils disent qu'ils sont jusqu'au boutiste, qu'ils ramèneront la paix par une victoire militaire. Ils courent dans les sacs. Parce que ce qui se passe à Bamenda là, c'est quelque chose qui a été conçu idéologiquement. Et nos frères anglophones ont dit que même s'ils vont rester 2, les 2 là vont défendre ça. Et qu'on monte et qu'on descend, on va s'asseoir autour d'une table. Et on va décider de transférer le pouvoir à ces 2 régions. Qu'on le veuille ou pas, tournons comme le tourbillon. Les élections là seront reportées. Organisez ça, vous verrez. Donc, chers internautes, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était un oint de Dieu. Un grand fils de ce pays. C'est ce type de prélat, comme le cardinal Christian Toumi, comme Samuel Cléda, comme Cornelius et Suya Fontem, les évêques de Bamenda. Voilà les vrais hommes de Dieu. Oui, ils peuvent avoir l'air dérapage, mais c'est des hommes qui mettent l'homme au centre. Je vais vous dire, un prêtre, le principe sacro-saint que le Seigneur lui assigne, c'est d'être le porte-voix de sa voix. Le prêtre doit d'abord être contre l'injustice. C'est ça. Ah oui, mais regardez l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Il roule carrosse, il a 4 voitures. A-t-il 4 mains pour les conduire? Non. Fait-il quoi avec? Mais tout juste à côté de lui, vous avez les enfants de la rue qui sont là. Pourtant, c'est son devoir en tant que serviteur de Dieu, parce qu'il y a un budget pour ça, de resocialiser ces enfants-là. Ils ne le font pas. Mais plutôt on les utilise comme des cobayes. Quand on a envie de faire des sacrifices suprêmes, on va notamment, on prend les bennes de la communauté urbaine, on dit qu'on les amène dans les foyers ou dans les familles d'origine, on pas les immoler, on boit de leur sang. Allez lire Paul Biya, le vrai visage de Paul Biya de Balé Angoulou. Il vous dit qu'en 1992, c'était grave.
envolé, on immolait les gens, on buvait le sang au nom de quelqu'un. Voilà la République, la sorcellerie, la République démoniaque. Quand Ateba Ayene a écrit son brillant ouvrage, le Cameroun sur la dictature des loges, des sectes et du magico-anal, un frein à l'émergence. Les gens ont dit que non, Ateba avait vu juste. C'était un oint de Dieu. Ah oui, chers internautes, ce monsieur était un oint de Dieu. Il a écrit le paradoxe des pays organisateurs, élites productrices ou prédatrices. On voit aujourd'hui tous les projets structurants au sud. Il a démontré que le sud était enclavé. Pourtant, son fils était au trône du pouvoir. Les fils du sud en ont bénéficié d'un certain nombre de privilèges. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné en retour aux populations? Rien. Mais vous allez voir les mêmes bandits. Ils reviennent, ils vous disent que non, n'acceptez pas que le MSC s'installe ici, n'acceptez pas que tel parti s'installe ici, là. Sinon, notre frère, c'est faux. Les populations de Saint-Mélimah de Volo, n'entrez pas dans ça. C'est des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils ont détruit le pays. Chers internautes, donc Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Et nous allons mener le combat. C'est clair. Moi, je n'ai pas de garde du corps. Vous êtes forts, vous avez tout. Tuez-nous. Vous allez voir qu'il y aura toujours des gens qui vont encore être plus radicaux que nous qui vont naître. Et ceux-là ne vont même pas porter même alors les armes. Ça sera des kamikazes. Ressaisissez-vous. Revenez à la raison. Vous savez, on va beau vous dire, Aïdjo était un sanguinaire. Il a tué nos UPCistes, nos nationalistes. Mais Aïdjo, chers internautes, avait une vertu en lui, c'est qu'il avait le sens de l'État. Aïdjo ne pouvait pas être vivant. Un stade qui portait son nom. On a englouti près de 2000 milliards pour les infrastructures de la CAN. On ne livrait pas ça. Il va pendre tous ces gens. Il ne va pas tenir compte de vos droits de l'homme là. Oui! Oui, chers internautes. Et vous avez vu, c'était un homme clairvoyant. Dans la constitution du Cameroun, il y a eu toute une disposition qui avait été prise pour la lutte contre l'homosexualité. L'article 347 bis. Ah oui! Lui-même, Aïdjo était un franc-maçon, un homosexuel initié par William Tolbert, le tout premier président de Sierra Leone. C'était son parrain. Aïdjo faisait ça. Mais il a quand même protégé les générations futures. Oui! Mais regardez notre pays aujourd'hui. Je viendrai ici la semaine prochaine, quand j'aurai du temps, vous parler de la corruption et de l'homosexualité dans les médias. Vous allez voir qu'il y a un ministre brun. Quand Lady Ponce fait un conseil, il est là. Javis Nana meurt, il est là. Il prend la parole, il dit qu'il était appelé à un bel avenir. Cet homme a pollué la presse avec la sodomie. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, la presse est complètement élaguée. On comptait les journalistes au bout du doigt qui prennent le courage à deux mains pour donner la parole aux gens. Les médias sont infléodés, pris en otage. Ah oui, c'est un directeur de publication roule carrosse. Mais regardez, ce sont des feuilles de chou. Parce que quoi, c'est le réseau du magico-anal. Notre pays est pris en otage par ça, le diable, le satanisme. Ils ont tout verrouillé. J'étais rentré dernièrement visite à mon directeur de thèse au ministère de l'enseignement supérieur. Alors, j'ai échangé avec lui. Au sorti de là, il m'a envoyé quelque part là. Je suis allé voir un là qui dit m'admirer. Il me dit vraiment, alors comme toi, tu as décidé de combattre les francs-maçons et les homosexuels, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont l'économie mondiale. Toi, alors, vraiment, et ici au Cameroun, tu vois, non? Il a tiré le tiroir à ses chers internautes. Il avait beaucoup d'argent, les blocs d'argent là. Il a pris 500 MB quand il m'a donné. Par politesse, je n'ai pas voulu refuser. J'ai pris sa paix au sorti là, j'ai déchiré, j'ai jeté ça dans le bac à ordures. C'est vrai que ça peut me valoir, c'est que ça peut me valoir, mais j'ai fait ça. Voyez donc comment ils sont vicieux. C'est des sorciers. Parce que quand ils tirent le tiroir, c'est un appât qui vous tend. Si vous êtes intéressé, vous allez revenir. Et vous allez commencer à vous dédier. Je vais revenir ici faire un direct. Je ne serai plus celui que vous connaissez là. Je vais commencer à louanger Paul Biya. A dit non, il a gagné les élections. Le Cameroun va bien. Vraiment, les ambassades, on doit les exterminer. Ah oui. Oui. Il y a un ministre ici là qui a trompé un jeune comme ça. Il est venu le voir. Il dit bon, vraiment, tout ça, il a commencé quand il voyage. Il ramène les manchettes, les chemises et les belles paires de chaussures, les gros téléphones à ce jeune homme-là. Un jour, il invite ce jeune homme-là chez lui. Il avait un canapé lit dans son bureau. Il dit au jeune homme que bon, il va te donner 3 millions. Tu vas commencer à me sodomiser. Le Mbutuku tombe dans le piège. Il croit que oui, il va venir sodomiser le type. Il est venu 3 fois, on a donné 9 millions. Après un temps, il a commencé à louer les appartements de 325 000. Quand il rentre au quartier, il avait une petite Yaris beau. Il rentre, on l'appelle président. Il fait les achats à Maïma, à Casino, à Bricolus. Après un temps, le type lui dit que bon, je t'ajoute 6 millions, non 9 millions maintenant. Moi, je te donne 9 millions, c'est moi qui te sodomise. Puisque un temps d'abord, on a coupé. Il n'était plus ravitaillé. Le type ne l'invitait plus de venir le sodomiser. Bon, comme il a vu qu'il était un gars respecté, il ne voulait plus revenir à la basse échelle. Il a dit que non, je me mouille quoi, car si on me sodomise. Donc, on l'a niqué 2, 3 fois. Il allait mourir en Afrique du Sud.
C'est comme ça. Parce que ça, il faut entretenir l'anal. Et les hôpitaux, c'est en Afrique du Sud et en Espagne. Quand vous entendez que celui-là, il est en Afrique du Sud ou il est en Espagne, c'est là-bas il va faire ce qu'ils appellent le pansement anal. Il y a un journaliste de ces pays qui avait tel son nom. Son petit frère est médecin à l'hôpital général. Un jour, son petit frère lui a dit que mon grand frère, tu sais pourquoi je ne mangeais plus la viande? Son grand frère lui a dit non. C'est parce que je vois des choses. Tous ces gens que vous voyez là, avec les vestes, vraiment, quand ils viennent faire le nettoyage anal à l'hôpital général, je vois les anus qui baignent les sangs. C'est pour ça que j'ai perdu le goût de la chair rouge. C'est ça votre pays. C'est pour ça que vous voyez qu'on peut tuer les gens à Bamenda, 13 000 morts. Vous voyez des gens viennent avec les yeux rouges. En conférence de presse, ils vous disaient que quand tu vas se retrouver dans le village de Si, je savais. Voilà les gens là. Ils sont comme des fous. Le sang qu'ils boivent. Mais Tutu Sédhiou l'a dit dans Méditation des prisons. Page 57, chapitre 11. Il vous parlait d'un sacrifice d'un être qui vous est très cher. La consommation d'un verre de sang frais humain. Il dit l'homosexualité est un combat nocturne, un tapis volant qui vous envoie dans l'ancestralité. Il a dit. Et vous connaissez qui est Tutu Sédhiou. Vous allez aller relire au Cameroun de Paul Biya, de Fanny Pigeot, paru en 2011. Même chose, où on vous dit que un immeuble est bétonné, mais on voit un chat qui tombe la mort dans les bureaux de certains ministres. Oui, vous lisez Ebalé Angounou, le vrai visage de Paul Biya, 100% Paul Biya, le cauchemar de ma vie. Ateba le Magico Anal au Cameroun, sur la dictature de l'eau, c'est du Magico Anal. C'est ça. Voilà votre pays. Et qui a amené ça ici au Cameroun? C'est lui pour le jour-là. Ce jour-là, il est venu ici avec la soutane comme un missionnaire. Et la mission à lui a signé par l'administration française, c'était de venir sodomiser les chefs traditionnels de tout le Cameroun. Mais les seuls chefs traditionnels des tribus qui ont refusé, c'était les Etones, les Bamileke, les anglophones. Ils ont refusé de s'avilir. Les autres chefs traditionnels ont pété le flanc. Ah oui, au jour-là. Et il a brousillé 80% de notre élite. C'est pour ça qu'il nous a germé cette malédiction. Et il ne s'est pas seulement arrêté au Cameroun. Parce que les trois pays homosexuels d'Afrique francophone où l'homosexualité d'État existe, où on a vilé les gens, on a sujetti les gens, il y a le Gabon, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est ça. Voilà en quoi on a réduit l'Afrique. On prend des fous comme ça, on va les initier à la grande loge maçonnique des Francs, au Grand Orient des Francs. On les trompe que non, si vous êtes chef d'État, si vous êtes secrétaire d'État, vous êtes ceci dans vos pays, c'est nous. C'est faux. Et ils transportent des milliards. Ils vont verser là-bas. Donc vous allez vous inculturaliser dans les choses des autres. C'est pour ça que le père Gilbert me disait que lorsque vous embrassez les cultures des autres, vous ne pouvez jamais vous développer. Vous êtes aliéné mentalement. Les Angélibin, c'était les visionnaires. On l'a tué en 95. Ils ont fendu sa tête. Ils ont mangé son cerveau pensant qu'ils allaient être intelligents comme lui. C'était impossible. Les gens comme Douala Moutomé, qui était ministre de la Justice à cette époque, il a scellé le cercueil de Monseigneur Angel Benvin. Agbo Tabi, chancelier de l'université de Yaoundé 1, il a refusé les hommages académiques à Monseigneur Angel Benvin. Voilà. C'est le seul pays au monde, chers internautes, où dans nos soi grands lycées qu'on appelle l'université, on n'enseigne pas les savants. Achille Mbembe n'est pas enseigné dans nos universités. Mongo Betty, Jean Makela, Eboussi Boulaga, Maurice Kamto, Luc Sinjun, on n'enseigne pas ces gens-là. Cléda n'est pas enseigné dans nos universités. Klukadina Toumi. Ah oui. Mais allez voir ce qu'on enseigne. C'est pour ça que vous constaterez aujourd'hui que la jeunesse camerounaise là, est mal formée contrairement à la jeunesse sénégalaise, nigériane, ghanéenne. Ah oui, parce que les contenus des enseignements sont vides. On a beaucoup plus libéralisé que les gens vont s'asseoir dans des amphis, ils ramassent les masters. Mais le contenu dans la tête là, c'est vide. Regardez, dans les Orange, les MTN, les Camtel, les jeunes filles qui se font recruter là-bas. C'est le droit de cuissage, la pharotocratie, la sexualité du canapé. Celle-là, quand elle vous libère même un SMS, mais mon Dieu, ça vous laisse à désirer. Elle vous dit, j'ai un master 2 en gestion et comptabilité. Elle vous écrit fin, la famine avec FIN. Voilà. C'est ça. Et c'est eux que vous allez voir, ils sont devant là, Camtel, partout là, avec les talons, les mèches brésiliennes. C'est pour ça qu'il faut féliciter mon Koulou Mondo, même si aujourd'hui il est comme il est. Quand il est arrivé à la CNPS après le départ de Montazé, il a constaté que la masse salariale était supérieure au budget de la CNPS. Il voyait les gens plein peu partout. Après, il a fait venir des experts en informatique. Il a dit aux gens que même si tu as eu le CEP au Bangladesh, je voudrais que chacun de vous vienne ici là maintenant avec son diplôme. Il y a eu des gens qui vous disaient qu'ils vont venir avec les diplômes demain là, ils sont partis. Voilà. Voilà votre république. Et c'est cette république là que nous ne voulons pas.
On veut un Cameroun où on ne va pas regarder les gens que tu es du Nord, tu es anglophone, non. Un Cameroun où, si tu es susceptible de nous hisser à la nouvelle donne, à la nouvelle gouvernance mondiale, des Camerounais bien formés en informatique, des Camerounais qui sont compétents dans chaque domaine. Quand on lance un concours, on n'a pas besoin de parler d'équilibre régional. Si il y a une région qui est faible, elle reste dans sa faiblesse. Tout ce qu'on doit faire, c'est que l'État central doit permettre en sorte que tous les enfants du Cameroun soient égaux sur le plan de la connaissance. C'est ça. Ah oui. Vous allez voir qu'il y a telle région, là où quelqu'un a 8 de moyenne, il est admissible à l'ENAM. On empêche celui qui a 12, 13, 14, parce qu'on dit que non, sa région elle a beaucoup représenté. Quel est même ces pays-là? Nous allons où avec ça, chers internautes? Donc, je tenais à vous parler aujourd'hui de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Parce que cet assassinat a fait du mal à tout le monde. Et ceux qui ont fait ça, vos familles ne connaîtront jamais le bonheur. Ils ne seront jamais en paix. C'est une malédiction jusqu'aux dernières générations. Vous avez fait du mal à un oint de Dieu qui n'avait que pour seul objectif d'évangéliser les oreilles de Dieu qui sont moutonnés dans un esprit de caporalisation. Donc, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala était un grand homme. Il a été assassiné. Assassiné. Il a refusé de revenir sur ses décrets. Il a dit que seule sa conscience et Dieu peuvent faire en sorte qu'il revienne. Et c'est ça un vrai homme de Dieu. Pas les faux hommes qui abordent des soutanes avec des croix au cou comme des talismans. Ils viennent, ils font au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais ils sont souillés de sang. Oui. C'est ça, chers internautes. Donc vraiment, je tenais à vous dire cela. Notre pays traverse une situation très dramatique. Toutes les routes sont pourries. La poussière, c'est comme le volcan. Il y a des salles, ça pue partout, les égouts, partout. Ça ne fait pas honneur à notre pays. Dieu nous a dotés de tout. Donc ces gens ont échoué. Qui laissent des histoires que non, les gens ont pris les armes à Bamenda. Pourquoi ces gens ont pris les armes à Bamenda? Le cardinal Toumi avait dit qu'il y a deux choses qui vont amener la guerre. C'est le tribalisme et les fausses élections qu'on organise. On l'a été de tous les noms d'oiseaux. Nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ne sont pas respectés, ils ne sont pas considérés. Et ils ont voulu